Bonsoir, heureux de vous retrouver comme de tradition sur ces plateaux pour cet exercice de redevabilité. Ce soir, nous avons prévu de revenir sur les bilans du carnage de Goma et de tout ce qui s'est passé autour depuis le 27 janvier dernier et bien avant d'ailleurs. Donc avec le ministre de la Santé, nous aurons l'occasion de revenir dans les détails sur ces sujets. Mais ce soir, nous voulons d'abord commencer par les événements de Bukavu. Vous avez tous suivi ces matins l'explosion qui a eu lieu, qui ressemble à un attentat. Et vous savez que nous, les supplétifs du Rwanda, nous disons que c'est un groupe terroriste. Et je pense que les événements de ce matin attestent justement la preuve de ce caractère terroriste. Pour rappel, les compatriotes qui vivent à Bukavu ont été obligés de participer à ces meetings, comme ça l'était il y a quelques semaines dans le Nord Kivu. La méthode, elle est connue, et c'est malheureusement le meeting forcé qui a conduit à la mort des compatriotes, et les faits sont troublants. Comment vous expliquez qu'il y ait des détonations après les départs de principaux animateurs, mais que par la suite, il y ait des morts? Le ministre de la Santé à main droite aura l'occasion de revenir aussi sur le premier chiffre qu'ils ont reçu à travers les services du ministère de la Santé dans la province du Sud Kivu. Mais tout ceci se passe dans un contexte où le président de la République et tous les gouvernements est mobilisé, y compris pour que la justice se mette en place très rapidement. Vous avez vu qu'il y avait, il y a quelques jours ici, la visite du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, qui avait déjà rencontré le président de la République à Munich sur le sujet. Il s'est empressé de venir ici. Il était, pour vous dire, qu'il était déterminé. Il était même prêt à aller dans les zones en conflit pour s'assurer justement que l'on a commencé très rapidement à collecter des données qui permettront de mettre en place rapidement une justice qui nous permette de juger tous les bourreaux. Au-delà de ça, nous étions jusqu'à hier nuit à Genève avec la première ministre Judith Suminwa. Elle a eu l'occasion à ses propos de discuter avec Volker Turk, les hauts commissaires des Nations Unies pour les droits de l'homme, pour que la mission d'établissement de faits puisse venir très rapidement et pour que l'on puisse mettre en place aussi cette commission d'enquête pour nous permettre de réunir tous les éléments. Le tout se passe dans un cadre où, à Kinshasa, les services du ministère de la Justice et de l'auditorat sont pleinement mobilisés parce que la composante judiciaire doit être mise en place pour nous assurer que sur ces fronts, tous ceux qui commettent de crimes sur nos populations puissent en répondre. Monsieur le ministre de la Santé, nous vous remercions de participer, en tout cas de manière très régulière. Vous êtes toujours mobilisés et ce soir, nous allons revenir un peu sur les chiffres macabres parce que nous étions encore à Genève. La première ministre parlait, après les éléments que vous nous aviez envoyés, de 7000. Mais aujourd'hui, vous allez nous donner les chiffres, en tout cas, des morts, de ceux qui ont déjà été enterrés. Mais bien avant qu'on ne parle de Goma, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le premier élément que vous avez reçu de Bukavu au terme des événements tristes de ce matin? Alors, malheureusement, le ministère de la Santé, merci beaucoup, monsieur le ministre, malheureusement, le ministère de la Santé est placé de telle sorte qu'il réceptionne tous les blessés, il réceptionne tous les morts. Donc nous avons la latitude de donner les chiffres les plus exacts possibles pour ce que nous savons dans nos structures de soins. Aujourd'hui donc, il y a eu un meeting qui a commencé vers 11h à Bukavu et après le départ des animateurs de ce meeting, 4 minutes après leur départ, il y a eu 2 détonations et qui ont entraîné immédiatement plusieurs morts qui ont été amenés dans nos services immédiatement. Il y avait 7 morts immédiatement et des blessés graves dont le nombre n'est pas encore complètement déterminé. Arrivé à l'hôpital, il y a eu d'autres morts qui sont survenus à l'hôpital. Donc, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de morts au total, mais nous avons commencé avec 7 immédiatement après et au moins 3-4 sont morts en arrivant à l'hôpital. Nous avons beaucoup de blessés. Comme j'ai dit, le nombre, je ne peux pas encore le dire, mais parmi ces blessés, il y a des blessés très très graves. Une alerte a été lancée par rapport à la rupture de sang, parce qu'encore une fois, à ce niveau-là, il n'y avait pas de stock de sang.
Et donc, la situation est vraiment dramatique dans nos structures de soins. Voilà, heureusement que vous et vos services, vous restez pleinement mobilisés. Et encore ce matin, vous étiez avec les magistrats pour la campagne de collecte de sang et on trouvera bien un moyen de l'envoyer pour soulager nos compatriotes. Mais Monsieur le Ministre, alors ce soir, nous voulons que vous puissiez nous donner le dernier tableau. Je sais que vous faites généralement ce qu'on appelle SITREP, qui reprend le grande ligne de la situation sanitaire de la province du Nord Kivu spécifiquement. Quels sont les derniers chiffres que vous pouvez nous communiquer? Alors, d'abord des chiffres partiels. Rien que les 2 derniers jours, nous avons reçu 19 blessés par balle et nous avons eu 23 tués dans la nuit entre le 23 et le 25. Ça, c'est vraiment pour vous dire que nous recevons en moyenne encore plus ou moins 10 tués par jour. Un peu plus de 10 tués tous les jours. Donc la situation ne s'est pas améliorée. Au total, pour ce que nous avons dans nos centres de soins, nous avons déploré ceux qui sont morts dans nos centres de soins. Nous avons déploré plus de 1500 morts dans les centres de soins. Mais par contre, pour ceux que nous avons enterrés avec la sécurité civile, on a déjà enterré, tenez-vous bien, plus de 8500 personnes. Et nous continuons malheureusement à recevoir, nous avons à peu près une trentaine encore de décès dans nos morgues, parce que les autres ont pu être enterrés. Et nous avons, dans la nuit du 25 au 26, déploré dans un Ganda des corps qui ont été brûlés. Et nous n'avons pas encore le nombre parce que nous sommes en train de valider. Il faut savoir que nos équipes travaillent dans des conditions très difficiles, où leurs téléphones sont surveillés, où on essaye de savoir quelles sont les informations qu'ils nous donnent. Donc nous essayons de trouver des solutions, déjà pour ne pas vraiment vous dire quelles sont ces équipes qui nous donnent des informations, mais ce sont des équipes du ministère de la Santé, parce qu'on doit protéger leur vie. Et malheureusement, donc, comme j'ai dit, le carnage continue. Alors, en termes donc, de chiffres, c'est ça, plus de 8500 personnes enterrées. En termes de blessés, nous sommes à 5460 blessés. Et ça, c'était avant-hier et hier. Non, ce matin, nous avons le dernier chiffre de ce matin de 5587 blessés. Donc, ça ne fait qu'augmenter au jour le jour. Et nous avons aussi, comme vous le savez tous, déploré qu'on récupère des jeunes gens. Il y a eu au moins 4 camions qui ont récupéré des jeunes gens pour les forcer à aller dans les lignes de nos ennemis. Et donc, peut-être pour terminer sur les chiffres, il y a un hôpital pour lequel on n'a pas beaucoup d'éléments, c'est l'hôpital militaire, parce que nous avons du mal à accéder. Donc probablement que tous ces chiffres que je vous donne sont sous-estimés par rapport à la réalité. Et donc, Monsieur le Ministre, il faut préciser que le chiffre que vous donnez, c'est des chiffres qui viennent de toutes les zones de santé de la province du Nord Kivu. Absolument. Nous avons le SITREP dont vous avez parlé, qui détaille zone de santé par zone de santé, aussi bien le nombre de blessés reçus au total que le nombre de blessés reçus récemment, le nombre de morts au total dans les centres de santé, mais c'est vraiment pour toute la zone pour toutes nos zones de santé. Il y a la zone de santé de Niragongo, par exemple, où nous avons beaucoup de mal. Les chiffres que nous donnons sont réels, mais sont en deçà, sont sous-estimés par rapport à la réalité. Voilà, donc des chiffres qui font froid au dos, et ça donne une illustration justement du carnage. Monsieur le ministre, peut-être qu'avant que nous ne puissions prendre les questions des professionnels des médias, vous avez collecté de sang et vous avez déjà réussi à faire parvenir à nos compatriotes quelques quantités. Peut-être avant de dire cela, je peux vous dire aussi pour le Sud Kivu, par exemple. Oui, allez-y. Pour le Sud Kivu, nous avons déploré, depuis le 14 février, nous avons déploré 179 blessés. Et nous avons déploré 52 décès. Ça, c'est à Ouvira. Et donc, plus le meeting dont on a parlé, donc on voit bien que toute la zone, et malheureusement, pour tout ce qui est humanitaire, toute la zone est vraiment dans une situation catastrophique. Nous avons aussi déploré plus de 200 cas de choléra. Et, bien entendu, il y a des décès liés au choléra. Donc, la situation humanitaire n'est pas seulement liée au fait qu'on a des blessés, mais on a aussi des maladies. Comme j'ai dit, le Mpox,
malheureusement, on a libéré beaucoup de malades, enfin, qui ont pu fuir parce que le centre de santé de prise en charge d'Mpox était détruit. Et donc, on ne sait pas combien de personnes ils contaminent dans la ville, dans la communauté. Et donc, maintenant, la réponse à ça, c'est la campagne de collecte de sang que nous avons lancée il y a maintenant à peu près un mois, qui nous a permis d'atteindre les chiffres que nous avions voulu, un peu plus de 5000 poches. Il y a déjà 1200 poches qui sont parties et qui sont arrivées, donc, et ceci par l'intermédiaire de l'OMS, en sachant qu'un couloir humanitaire a fini par être autorisé, et ce couloir humanitaire, il passe par Kigali. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé, pour ces propos. On voudrait, avant justement de prendre les questions de journalistes, revenir sur le séjour à Kinshasa du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il a rencontré le président de la République à Munich. Il est très, très motivé à venir ici avec tous ses services pour voir dans quelle mesure on peut très rapidement ouvrir des enquêtes qui nous permettent de mettre la main, en tout cas, sur tous ceux qui sont responsables de crimes contre l'humanité qui se commettent à répétition. Donc on va le réécouter et puis nous allons prendre les questions pour continuer. La Cour pénale internationale est impliquée activement dans une situation qui date de depuis 2004 en République démocratique du Congo. Reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le procureur général de la CPI, Karim Khan, l'a souligné. Les populations de la République démocratique du Congo ont droit à la loi, à la protection de la loi et à la justice, a indiqué le procureur général. Il a rappelé avoir signé un protocole d'accord à RDC en 2023, précisant que le président de la République a accepté qu'une conférence internationale se tienne au mois d'avril prochain à Kinshasa. Le professeur Taylor Lubanga, qui a assisté à cette entrevue, parle de la conférence internationale de Kinshasa. Nous avons convenu avec le bureau du procureur depuis le mois de juin 2023 de mettre en place une conférence internationale qui sera chargée d'examiner les causes de la crise sécuritaire du pays, les causes des drames humanitaires, mais également l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale de notre pays. Voilà pourquoi cette conférence connaîtra la participation de plusieurs hauts cadres du monde pour pouvoir cogiter sur des solutions. L'une des solutions, c'est la mise en place d'une cour pénale spéciale qui va prendre en charge les auteurs des crimes qui n'ont pas été jugés par la Cour pénale internationale ou encore moins par les juges nationaux. Il va être question à l'occasion de cette conférence d'examiner les voies et moyens de l'instauration de cette Cour pénale spéciale pour le Congo et que nous attendons de tous nos vœux pour finalement arriver à une approche holistique et globale qui prendra en charge à la fois les crimes de la CPI et ceux qui seront commis ici, mais qui vont être jugés par un mécanisme mixte, c'est-à-dire le mécanisme constitué des experts de la CPI, donc le juge de la CPI et les juges nationaux qui seront sélectionnés sur base d'un critérium connu de moralité et de compétences, de manière à lutter durablement contre l'impunité des crimes les plus graves. Que tous les seigneurs de guerre, toutes les milices, dans n'importe quelle partie de la RDC, notent que nous sommes en train de trouver de nouvelles voies pour forger un nouveau partenariat avec la RDC, a dit le procureur général de la CPI. Il a émis le vœu que la RDC ait un futur glorieux auquel il a droit. C'est le temps des actions, a conclu le procureur général Karim Khan. Voilà, merci. On va commencer la série des questions avec Monsieur Oscar Mbal. It used to be me, she ate at snack time, but now she loves Yogo. Des symptômes du rhume et de la grippe? Il y a une tasse réconfortante de Néocitran, la puissance d'un soulagement apaisant. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai deux petites questions. D'abord, par rapport à l'actualité, Karim Khan, le procureur de la CPI, séjourne à Kinshasa. Il a échangé avec les chefs de l'État, nous l'avons suivi. Il y a l'annonce de cette conférence qui sera organisée. Dites-nous l'appel à témoins, ça va se passer comment et comment seront identifiés tous ces auteurs de crimes, parce que
Nous savons par exemple aujourd'hui, il y a une bombe qui a éclaté en plein meeting à la place de l'Indépendance à Bukavu. Et dans les réseaux sociaux, on fait porter déjà le chapeau au gouvernement qui aurait utilisé certaines personnes pour saboter cette sortie de Nanga. La deuxième petite question que j'avais, c'est par rapport justement à la fusion de EAC-SADC, de pourparlers. Comment ça va se passer, ces pourparlers et ces cadres de dialogue? Dites-nous comment ça va se fonctionner. Bon, écoutez, sur cette deuxième question, il ne faut pas parler des fusions, il faut plutôt parler d'alignement. Parce que qui dit fusion, ça veut dire qu'on prend et Nairobi et Luanda, on les confond en un. Ça fait carrément un nouveau processus. Ici, je dois rappeler ce que la République démocratique du Congo a comme ligne depuis les débuts. Nous ne négocierons pas directement avec les supplétifs du M23. C'est une position qui est connue. À Luanda, nous avons déjà tout fini à Luanda en termes du travail des experts, en termes du travail ministériel. Il n'est resté plus que des signatures. Alors, c'est des processus qui s'alignent, mais c'est des processus qu'on ne fusionne pas. Parce que lorsqu'on fait la fusion, ça veut dire que les deux deviennent un. Non. Ici, le président de la République l'a rappelé samedi. On a le Rwanda qui nous agresse. On a le Rwanda qui crée des supplétifs. Et le président de la République a dit, c'est avec eux que nous devons, en tout cas, finir ce que nous avons commencé. Parce que dans les processus de Luanda, qui commencent, je le rappelle, depuis juillet 2022, on a eu l'occasion de mettre à table tout ce que nous connaissons, nous, comme faux prétexte du Rwanda, mais parce que nous voulions les vider, on a accepté de discuter. Il s'agissait principalement de ce qu'on dit discours de haine, la question de la problématique des réfugiés. Et d'ailleurs, à ces propos, quand nous étions à Genève, la Première ministre a rencontré Philippe Ograndi, qui est le haut-commissaire pour les réfugiés, pour rediscuter de ces sujets-là, pour démontrer que nous sommes vraiment déterminés à vider tous ces prétextes, à vider toutes ces questions. C'est au 15 décembre que le président rwandais n'est pas venu pour finaliser le processus de Luanda, d'une part. Vous voyez que de ce côté-là, tout a été fait, il ne reste que les signatures. Sur les processus de Nairobi, le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, avait commencé le travail. Souvenez-vous qu'il est venu en RDC, qu'il était à Bukavu, à Bunia, à Beni ou à Goma, où il a eu l'occasion de s'entretenir avec les différents groupes armés. Mais le processus a connu un coup parce que le Rwanda a décidé de commencer à opérer avec ses supplétifs et il a été convenu déjà à l'époque d'exclure les M23 parce qu'il est hors des questions ici, je le répète, qu'on donne une prime à ceux qui tuent. Et donc, il est clair que du point de vue du processus de Nairobi, le président Uhuru, vous avez vu qu'il y a des médiateurs qui ont été proposés. Je pense que cela devrait être entériné par un sommet ministériel. Lorsque cela sera entériné, le président Uhuru, avec les médiateurs qui lui ont été ajoutés, pourra inviter les groupes armés et travailler dans le cadre-là. Donc il faut dissocier ce qui relève du bilatéral entre les deux pays et ce qui relève du processus politique, donc du processus de Nairobi, avec tous les groupes armés, y compris le M23. Donc cela doit être bien clair. Alors, sur ce que vous avez dit à propos de l'événement triste de Bukavu, mais je dois juste rappeler ici que vous avez vu qu'il y a quelques jours, comme une forme de parade nauséabonde où on présente des policiers et des militaires de force, encore une fois, sous la contrainte, en disant que, voilà, on les a retenus. Alors, dans une ville qui est surarmée, parce que c'est l'armée rwandaise qui devrait assurer la sécurité, et donc, on présume, il n'y a même pas besoin de présumer,
des dispositions sécuritaires ont été prises pour quadriller tous les secteurs. Et donc, à quel moment on pouvait laisser de l'espace à des gens qui viendront agir après la tenue du meeting? Ici, on assiste au bourreau qui crie à la victime. Mais cela ne les dédouanerait pas parce que le ministre de la Santé le disait tout à l'heure, on a déjà vu ce qu'ils font à Goma. On a vu ce qu'ils font à Bukavu quand ils sont arrivés. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un acte qui est prémédité parce que c'est des terroristes, c'est dans leur ADN. Il y a eu sûrement des explosions d'une part, mais il y a eu des tirs à bout portant d'autre part. Qui a tiré? Évidemment, il y aura... Mais tous ces éléments, c'est des éléments qui intéressent au plus haut point notre justice, mais aussi la Cour pénale internationale, mais aussi la mission qui viendra dans le cadre du Haut Commissariat pour le droit de l'homme, parce que tous ces faits doivent être élucidés. Comment vous pouvez imaginer, nous, vous voyez le ministre de la Santé qui se mobilise tous les jours pour s'assurer que nous apportons le soutien, les réconforts à nos populations, comment vous pouvez imaginer que le gouvernement soit derrière un tel acte? Tout ça, c'est du poison rwandais. Comme je vous dis et le répète, c'est du poison rwandais qui vient dans un strict objectif. Et d'ailleurs, il faut considérer, parce que nous connaissons les intentions. C'est pour ça que nous continuons au front diplomatique à continuer pour qu'il y ait davantage des sanctions. Nous connaissons les intentions, nous connaissons aussi le prétexte. Parce qu'après, on va dire, voilà, on attaque les populations et le lendemain, c'est l'armée rwandaise qui redéclenche les opérations. Je ne suis pas prophète, mais c'est ce qui risque d'arriver parce que nous connaissons les méthodes. Quoi qu'il en soit, nous allons demander à nos populations de Bukavu de rester vigilants. Vous avez contraint les populations le matin à aller au meeting de manière obligatoire, après pour les tuer. Ensuite, vous voulez commencer à fabriquer des vidéos, des audios, pour dire voilà, c'était des actes prémédités. Mais alors, si c'était des actes prémédités parce que vous avez la responsabilité de la sécurité de la ville, vous auriez pu prendre les dispositions et ne pas vous-même être les premiers facteurs d'insécurité. Donc tout ça, c'est du mensonge, c'est du poison rwandais auquel il ne faut accorder aucun crédit. C'est illustratif justement de ce qui renforce la détermination du président de la République de ne pas offrir le luxe à ceux qui tuent pour être sur une table et pour discuter de quoi que ce soit. Donc, ils doivent se référer au mécanisme qui est prévu dans le cadre du processus de Nairobi. Mais pour ce qui s'est passé aujourd'hui et pour tout ce qui se passe, il y a des éléments documentés que nous gardons et les moments venus qui pourront servir dans les différents procès qui pourront être organisés. Voilà. Je ne sais pas si M. le ministre a un élément à rajouter par rapport à ceci, mais sinon on va prendre les questions de M. Izami. Nous, on peut continuer. M. Izami, allez-y pour vos questions. Et puis ce sera M. Patrick Lacou. Merci, M. le ministre, pour la parole. Justement, parlant de la CPI, je voudrais savoir... Les sujets, c'est la santé. La santé. Aujourd'hui, c'est les sujets principaux. Donc, il ne faut pas qu'on se... On aura peut-être l'occasion d'avoir le ministère de la Justice et on pourra revenir beaucoup sur des questions de la CPI. Alors, pour ce qui se passe au niveau de la partie orientale, principalement le Nord Kivu et le Sud Kivu, Monsieur le ministre, nous connaissons nos ennemis, principalement le Rwanda, mais qui, après l'avalanche de sanctions à gauche et à droite, qui sont avec nous pour pouvoir tant soit peu apporter un soulagement à notre population? Ça, c'est la première question. La deuxième, nous apprenons aujourd'hui qu'il y a une maladie mystérieuse qu'on aurait remarqué dans un des villages qu'on appelle Boloko, je crois que c'est dans l'Équateur, qui a déjà causé 50 morts. Que savez-vous de ça? C'est arrivé comment? On parle d'un virus là, Marburg, un nom bizarre. Voilà, ce sont là mes questions. Je venais pour la CPI, mais... Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on cherche qui sont avec nous. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons pour nos populations qui sont meurtries? Qui sont avec nous? D'abord, c'est nous-mêmes. Pour l'instant, tout ce qui se passe là-bas en termes de réponse, elle est organisée par le ministère de la Santé. Ce ne sont pas les bourreaux qui vont venir soigner les blessés qu'eux-mêmes font.
Ce ne sont pas les bourreaux qui vont venir compter les morts qu'eux-mêmes ils font. Ce ne sont pas les bourreaux qui vont apporter les intrants, c'est-à-dire les médicaments, les équipements, pour les centres de santé qu'eux-mêmes détruisent. Donc, qui sont avec nous, c'est nous-mêmes, premièrement. Mais deuxièmement, on a aussi nos bailleurs, enfin nos partenaires bi- et multilatéraux, notamment, comme je l'ai dit, avec l'OMS, on a pu avoir le couloir humanitaire. Nous avons toutes les organisations internationales, dont d'ailleurs beaucoup ont perdu, leurs dépôts ont été détruits. CICR, PAM, OMS, leurs dépôts ont été détruits. Et nous avons, je l'ai déjà dit, nous avons des réserves de médicaments très faibles, parce que les dépôts étant détruits, le nombre de blessés étant très élevé, le nombre de nouvelles maladies, enfin de nouvelles contaminations de maladies ordinaires est très élevé, le nombre de soignants est très faible. Donc avec tout ça, les besoins sont vraiment colossaux. Et donc on a des partenaires qui sont là avec nous, que ce soit Médecins sans frontières, que ce soit OMS, que ce soit l'UNICEF, qui a permis aussi, par le même couloir humanitaire, d'amener ce nombre d'équipements. Donc qui sont avec nous? C'est d'abord nous-mêmes, ensuite des partenaires multi- et bilatéraux. Alors, maintenant pour la maladie mystérieuse, en réalité, ce qui s'est passé depuis le 9 février, c'est là que nous avons eu l'alerte. Nous avons eu une alerte d'une maladie dans le bassin Koussou qui donne un certain nombre de symptômes que je peux vous dire ici. C'est le mal de tête, c'est la fièvre, tous ils ont mal de tête et fièvre, c'est des douleurs musculaires, c'est des douleurs articulaires, c'est des vomissements, c'est des diarrhées, et pour certains, c'est des signes d'hémorragie. Et donc, très rapidement, nos équipes ont pu prélever des échantillons qui ont permis d'éliminer le Marburg, dont vous vouliez parler, qui ont permis d'éliminer Ebola. Donc nous savons que ce n'est pas Ebola, ce ne sont pas ces virus très méchants que nous connaissons. Cependant, nous sommes en train d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu 52 morts depuis le début, et avec ces symptômes-là, tous les échantillons que nous avons reçus, qui sont analysés au niveau de l'INRB pour l'instant, en dehors du paludisme dans les 55% des cas, pour le reste, on n'a pas encore identifié un agent causal qui soit infectieux ou autre. On remarque cependant que le délai entre le début des symptômes et la survenue de la mort, du décès pour ceux qui décèdent, ce délai est très court, autour de 2-3 jours, ce qui montre bien que c'est probablement un agent que tous ont pu avoir directement au lieu que tous se contaminent les uns les autres, parce que le délai est très court. Donc nous sommes en train d'essayer de comprendre, est-ce que c'est une toxi-infection, qu'est-ce qui est un toxique, mais on va être très rapidement fixé parce que les échantillons sont prélevés. Et donc nous sommes autour de plus ou moins 900 cas qui ont été déterminés, mais encore une fois, là maintenant, comme on nous rapporte, eh bien, on rapporte d'abord tous les malades du coin en disant tiens, il y en a un ici, tiens, il y en a un là. Donc nous devons discriminer pour savoir qui représente vraiment le tableau de la fameuse maladie, qui sont décédés réellement de cette maladie-là, avant de vous donner des réponses plus précises. Ça a commencé le 9 février. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Patrick Lacoué. Merci, Excellence, pour la parole. Une question au ministre de la Santé et une à vous. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, quel est aujourd'hui le niveau de collaboration pour les assistances humanitaires et pourquoi le couloir humanitaire doit passer par Kigali? Et dans cette question, le troisième volet, c'est que quelles sont à ce jour les zones de santé qui vous sont accessibles dans cette partie du pays? Au ministre de la Communication, vous revenez de Genève. Dans votre plaidoyer, avez-vous pris en compte l'exposition des enfants qui sont aujourd'hui cibles de ces terroristes et n'ont plus accès à l'éducation, puisque l'éducation reste parmi les droits fondamentaux de l'homme? Et avez-vous fait un plaidoyer dans ce sens pour que les enfants congolais de la partie nord et sud Kivu puissent retrouver quand même avoir un espoir de retrouver le chemin de l'école? Merci. Alors pour ce qui est du niveau de collaboration, le niveau de collaboration est très très bon.
Je viens de vous dire que c'est grâce à cette collaboration que nous avons pu obtenir ce fameux couloir humanitaire. Donc, les organismes des Nations Unies, mais ainsi que nos partenaires bilatéraux, sont vraiment très impliqués avec nous. Et nous avons, si vous vous rappelez, j'avais dit ça ici, le samedi précédent l'attaque de Goma, on venait, nous, de livrer avec l'OMS des équipements et des kits de traumatologie. On se disait, il faut vraiment qu'on mette des kits de traumatologie, c'est-à-dire tout ce qui peut permettre à ce qu'on soigne les blessés. Et il était prévu que moi-même, j'y arrive le lundi qui suivait avec encore des équipements de traumatologie, mais aussi des médicaments. Malheureusement, on n'a pas pu y arriver parce que la piste a été endommagée. Et c'est d'ailleurs parce que la piste a été endommagée que finalement, malheureusement, nous ne pouvons pas encore avoir des vols directs. Mais ça, c'est beaucoup plus des problèmes qui relèvent de la sécurité et de la diplomatie que du secteur de la santé. Ce que nous, on sait, c'est qu'avec les partenaires, il a paru difficile d'amener, peut-être qu'avec les négociations et que tout va être, l'aéroport va peut-être être réouvert, en ce moment-là, on pourra ramener directement. Du coup, il nous restait, pour les organisations internationales, une seule voie, c'est par Kigali. Voilà pourquoi est-ce que le chemin est long. Au départ, d'ailleurs, je vous rappelle qu'au départ, ils exigeaient même qu'on paye les taxes pour qu'on passe par là. Mais finalement, le partenariat, justement, a permis que cette décision soit levée. Mais n'empêche, le chemin devenant très long, ça coûte cher de faire des détours pour ramener des équipements et des intrants au niveau de ce couloir humanitaire. Alors, quelles sont les zones de santé qui sont accessibles? Eh bien, j'ai dit les zones de santé qui sont difficilement accessibles, notamment les zones de santé de Nyiragongo. Les autres sont accessibles, sauf que beaucoup ont subi des dégâts. Nos compatriotes du secteur de la santé, les médecins, les infirmiers, tous ceux qui travaillent dans l'administration, dans le secteur de la santé, sont toujours sur place. C'est encore une fois eux qui nous remontent des informations que je peux vous partager aujourd'hui. Donc, quand je vous dis qu'il y a autant de personnes hospitalisées, et nous avons la liste, on peut mettre à disposition si vous voulez, zone de santé par zone de santé, hôpital par hôpital. On peut vous dire il y a autant dans tel hôpital. Je vous ai dit que l'hôpital militaire, lui par contre, était difficile d'accès. Parce que ces barbares-là empêchent que nous ayons les informations de ce qui se passe dans l'hôpital militaire. Mais pour le reste, on a accès. Voilà, il faut savoir aussi que les personnels du ministère de la Santé sont particulièrement exposés du point de vue de leur sécurité, qu'il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Donc, sur votre question sur l'exposition des enfants, d'abord, vous avez tous vu les communiqués qui a été fait hier par notre collègue de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté. Les faits sont extrêmement graves. 2594 écoles ont été touchées. 1483 au Nord Kivu et 11 111 au Sud Kivu. Des écoles fermées et qui concernent 1 108 962 élèves. Et dans les lots des écoles, il y a même une école où on a retrouvé une forme de charnier des corps en putréfaction, dans une école, pour vous donner une indication de l'horreur. Lorsque vous attaquez les écoles, lorsqu'on retrouve des engins explosifs dans les écoles, c'est une attaque qui est faite à notre avenir en réalité. Parce que ce sont les enfants qui doivent venir nous remplacer. Dites-moi, vous êtes parents aujourd'hui, le ministre de la Santé disait tout à l'heure, on ramasse des élèves indistinctement pour les enrôler des forces constitutives de crimes de guerre. Dites-moi, vous êtes parents, seriez-vous heureux tout le matin de pouvoir envoyer votre enfant à l'école dans ces conditions, pour vous donner le niveau de barbarie des occupants? Et donc, lorsque nous étions avec la première ministre à Genève, évidemment, la question des enfants, des femmes, c'est des questions qui ont été prioritaires. Et surtout que ça coïncidait hier dans la réunion avec le haut-commissaire pour les réfugiés, avec ce qui s'est passé le matin à Goma, avec des enfants qui fouillaient les écoles parce qu'il y avait des agents recruteurs qui passaient pour les récupérer. C'est de l'horreur. Alors, nous avons eu des discussions avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui ont porté sur ce que le ministre de la Santé disait tout à l'heure par rapport
couloir humanitaire. Parce que, bon, je ne suis pas diplomate, mais ça prend trop de temps depuis la réunion du 8 février. Demain, ce sera le 28.